Et bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver chaque soir sur LN24 pour votre rendez-vous info. Bienvenue dans le monde orient. Salut Jim. Salut Nico, effectivement très heureux. On est parti pour une heure de décryptage pour ne rien manquer des grosses actus de la journée, mais aussi ces images qui ont marqué l'actualité, sans oublier notre grand invité en fin d'émission. Mais avant tout ça, ça sera le 22h10 Actu, notre grand dossier du jour. Et Nico, on va s'intéresser à la jeune génération. Surnommée la génération Z, elle se mobilise sur les réseaux sociaux et se révolte dans le monde entier, du Népal à Madagascar, en passant par le Maroc. Des milliers de jeunes protestent dans les rues, menant même parfois à la chute du pouvoir en place. Mais alors, quelles sont leurs revendications? Comment ces mouvements sont nés? Comment expliquer une telle vague en quelques semaines? On va en parler dans un instant. Et puis Jim, retour aussi dans le monde orient sur les images fortes qui ont marqué l'actualité aujourd'hui. Oui, ce sera dans l'arrêt sur image d'Alexandre Gérard, et puis notamment ce sommet européen de Copenhague sur fond d'incursion de drones russes dans notre espace aérien. On s'intéressera aussi au shutdown aux États-Unis. Et puis cet homme, Joseph Kabila, ancien président de la RDC, qui est aujourd'hui condamné à la peine de mort. Explication en images dans l'arrêt sur image justement d'Alexandre Gérard, juste après notre grand dossier actu. Et puis Nico, on terminera comme chaque soir avec un grand invité. Oui, avec l'un des dessinateurs de presse les plus connus, Nicolas Vado, sera avec nous pour un album entièrement dédié à Donald Trump. Et il y en a des choses à dire, ça s'appelle Les Années Trump saison 2. Il sera avec nous dans le monde orient juste après 22h30. Oui, et c'est pas tout, parce qu'on terminera en beauté comme chaque soir avec le scroll de Marie-Jean Yes pour conclure cette émission. Toutes ces actualités qui ont buzzé sur les réseaux sociaux, et notamment cette histoire absolument incroyable. Écoutez bien, un couple de Lille qui se fait harceler. La raison, un TikToker aurait dit que leur maison était hantée, et depuis, ce couple voit des visiteurs débarquer dans leur jardin jusque devant leur porte pour tenter justement d'explorer leur maison. Marie-Jean Yes vous en dira plus tout à l'heure dans le scroll. Bienvenue, non pas dans le monde est fou, mais dans le monde orient. On commence tout de suite avec le grand dossier du jour. On ouvre le 22h10 Actu. Et Jim, on parle donc de la Gen Z ce soir. Oui, avec différents mouvements qui émergent à différents endroits de la planète. Au Maroc, au Népal ou encore à Madagascar, tous ces jeunes se soulèvent pour des raisons différentes, mais chacun de ces mouvements partage des marqueurs en commun très forts. Et cette Gen Z, cette génération Z, qui regroupe donc des jeunes nés à la fin des années 90 ou au début des années 2000, apparaît aujourd'hui comme une génération qui monte au créneau, des jeunes connectés, exigeants et qui ne veulent plus attendre que leur pays se réforme tout seul dans un temps long, et qui sortent dans la rue pour crier leur colère et demander un avenir meilleur. Et Jim, on va voir comment ces mobilisations résonnent, leur manière de fonctionner, mais aussi jusqu'où elles poussent leurs différents gouvernements. Mais d'abord, tous ces mouvements, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Tout d'abord, on parle de mouvements horizontaux, sans leader charismatique. Le leader, c'est simple, c'est la jeunesse, c'est la génération Z. Des mouvements spontanés, souvent nés sur TikTok, Instagram, X ou encore WhatsApp. Dans chacun de ces soulèvements, les réseaux sociaux apparaissent comme des déclencheurs de ces rassemblements, mais aussi comme un élément fédérateur. D'ailleurs, le hashtag Gen Z est utilisé sous différentes formes, que ce soit au Maroc, au Népal ou à Madagascar. Et puis, dans la plupart des cas, ces jeunes demandent simplement de pouvoir vivre, et pour certains, de pouvoir aussi rêver à un avenir meilleur, avec un point commun quand même, un rejet des élites politiques traditionnelles et de la corruption. Et pour ce qui est des causes, elles sont différentes en fonction des pays qu'on observe. Pour certains, ça peut être le coût de la vie ou le chômage chez les jeunes qui serait trop prononcé, ou encore le climat, le droit des femmes. Mais dans les cas qui nous occupent ce soir, ce sont souvent des révoltes face à une situation structurelle catastrophique, ou bien à des réformes impopulaires, avec souvent aussi une liberté d'expression piétinée et une répression violente de ces mouvements. Et puis, dernier petit élément, la créativité est souvent au centre de ces mouvements, avec des slogans, des mèmes, la culture pop, la culture internet qui apparaît comme à la fois le message, mais aussi l'enveloppe qui va englober le message, avec aussi l'humour qui est utilisé et qui montre aussi une grande détermination face à la répression. C'est donc un phénomène global, une génération très connectée, frustrée par l'absence d'avenir économique et politique, qui choisit donc la rue comme exutoire. On va parler rapidement de ces trois exemples, Jim. On va commencer au Maroc. Oui, commençons au Maroc avec une mobilisation des jeunes autour de la dégradation, notamment des services publics, de l'éducation ou encore de la santé, avec là aussi un hashtag Gen Z 212. Et ce qui marque particulièrement dans cet exemple marocain, c'est la forte répression des jeunes qui se font embarquer en pleine rue par les services de sécurité marocains. التعبير كان واحد العنف يعني ممنهج ضد مجموعة من الشباب اللي خرجت تحتج بشكل سلمي، لكن الآلة ديال الأمن كان الرد ديالها عنيف وكانوا اعتقالات عديدة. نحن نددنا بهاد الاعتقالات واعتبرنا بأنه من غير المقبول أن يتم اعتماد مقاربة أمنية مع مطالب اجتماعية لمجموعة من الشباب.
On passe à Madagascar. Oui, avec des manifestations très importantes de jeunes qui se sont rassemblés, là aussi autour d'un mouvement, un mouvement appelé Génération Z Madagascar. Ces jeunes se sont rangés derrière ce slogan aussi, on veut vivre, pas survivre, avec des manifs qui ont commencé pour dénoncer les coupures d'eau, les coupures d'électricité, mais le mouvement s'est vite élargi à une contestation généralisée du pouvoir. La pression est tellement forte sur ce pouvoir que le président agit, il dissout le gouvernement, il impose un couvre-feu et présente des excuses tout en promettant des mesures. Mais la violence de la répression armée, elle a quelque peu radicalisé les revendications de cette jeunesse et c'est désormais le départ du chef de l'État qui est réclamé. Génération TikTok, génération Tsmaïninin, génération Nunum Tour, ça fait la série Yadi, Tenya, en les marara Firenenai. Avachamanoti Andratsuela, Refa Yanau Zanum Tarken like grève, de Met, Malala Capé, Farefa Isa, Hai, Pianacha, Funam, Tourmantan. Et puis on termine avec le Népal. Oui, le Népal où le gouvernement a tout simplement interdit 26 plateformes de réseaux sociaux, dont Facebook, dont Twitter, dont YouTube. Un acte qui est vu par cette jeunesse comme une mesure de censure, avec une frustration qui était déjà présente, liée une nouvelle fois à la corruption, au chômage, mais aussi au manque de perspectives, au manque d'opportunités qui s'offrent à cette jeunesse. Au total, 72 personnes sont mortes lors de ces soulèvements. Et après une journée d'émeute, le Premier ministre népalais annonce sa démission. Oui, et c'est assez dingue. Il a été remplacé par l'ancienne chef de la Cour suprême. Et ce qui est dingue aussi, c'est que c'est un vote organisé sur Discord. Discord, c'est une sorte de plateforme à l'origine utilisée par les amateurs de jeux vidéo. Et donc cette plateforme aurait permis à Sushila Karki de prendre ce poste par intérim. Et écouter les premiers mots de cette nouvelle première ministre népalaise par intérim. रेडी युवा पुस्ताको सोच बमोजिम चाहिँ एउटा चाहिँ काम गर्नुपर्ने भएको छ त्यसैले यो समूहले मागेको कुरा के हो भने भ्रष्टाचारको अन्त्य सुशासन गुड गभर्नेन्स र एउटा समान आर्थिक समानताको कुराहरूका मागहरू गरेको हुनाले त्यो पूरा गर्नलाई हामी तपाईहरुले अठोट गर्नुपर्ने अवस्था छ। On a donc ici un pouvoir balayé en quelques jours. J'aurais pu vous parler aussi des Philippines ou encore de l'Indonésie avec un scénario quelque peu similaire, ou bien aussi du Sri Lanka et du Bangladesh. Et puis à l'opposé, on a des pays comme le Pakistan ou la Birmanie qui ont utilisé une répression tellement forte que finalement ces mouvements ont été quelque peu tués dans l'œuf. Merci Jim, et un invité avec nous ce soir pour nous accompagner. Oui, un visage connu des téléspectateurs d'LN24, c'est Philippe Hensmans, ancien directeur d'Amnesty Belgique. Bonsoir Philippe Hensmans, merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans le Monde Orient. Alors on l'a vu partout dans le monde, on parle de soulèvement de la Gen Z, donc cette génération Z. Comment définir ce phénomène selon vous ? Alors je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par Jim auparavant sur les raisons qui poussent les jeunes à se révolter comme ça. C'est souvent les mêmes. C'est la corruption, c'est le manque d'emploi, c'est la situation terrible dans laquelle ils se trouvent. Il y a un élément dont il faut tenir compte, c'est que l'âge médian des populations des pays où ça se déroule est à peu près le même que celui des manifestants. Ça veut dire que la majorité de la population, en gros, à cet âge-là, et donc subit les mêmes conséquences des décisions qui sont prises aussi par des personnes qui sont souvent très âgées. Pour la petite histoire, on se rappellera la discussion entre Poutine et Xi Jinping lors du sommet à Pékin, où ils discutaient sur la possibilité de vivre jusqu'à 150 ans, moyennant les greffes qu'il fallait. Et donc, on se retrouve face à une majorité de la population qui est jeune, qui est soumise à d'énormes difficultés, parfois liées elle-même aux nouvelles technologies. On pense ici aux travailleurs des plateformes numériques aux Philippines, par exemple, ou à Madagascar, qui souffrent énormément de cette situation-là. Et donc voilà. Mais c'est vrai que les principaux ingrédients, si on veut, des crises, c'est la situation, c'est la capacité aussi à se mobiliser, c'est évident. Il y a un élément auquel il faut faire attention, on ne peut pas tout résumer aux réseaux sociaux, parce qu'en réalité, ça se passe dans la rue. L'organisation se déroule sur les réseaux sociaux, mais c'est dans la rue que se déroulent les manifestations. Oui, il y a une utilisation des réseaux sociaux, exactement, mais ça ne part pas nécessairement de là. La prise d'assaut, pas les présidentielles. On a aussi, Philippe Hensmans, une absence de leader charismatique dans tous ces soulèvements. C'est vraiment, comme le disait Jim, c'est vraiment un mouvement horizontal. Est-ce que c'est important de le souligner, ça, qu'il n'y a pas de leader charismatique ou pas nécessairement ? Oui, c'est extrêmement important, parce que d'abord, il y en a un, on peut dire, c'est One Piece, c'est cette tête de mort des mangas japonais qui a été vendu à
des centaines de millions. On a même vu dans Bloquons tout aussi en France. Exactement. Je crois que c'est important parce que en fait, c'est un peu ce qu'était au départ Internet, c'est-à-dire totalement décentralisé et où il n'y a personne qui dirige au milieu tout le bazar. Maintenant, c'est un peu différent, évidemment. Ceci étant dit, c'est vrai, hein, ce sont des mouvements qui sont très difficiles à maîtriser. C'est très difficile pour les services de renseignement à identifier qui est qui exactement. Et donc c'est une force pour vous qui n'est pas une leader force. charismatique. Ah oui, c'est ça qui fait la force. Ouais. La faiblesse, évidemment, là derrière, c'est que on l'a vu, parce que le premier mouvement de ce type-là que l'on peut vraiment comparer, c'est celui de l'Égypte. Entre 2008 et 2014, hein, il y a eu une manif colossale. Printemps arabe, par la Voilà, qui a fait tomber Moubarak quand même. Hein. Mais après, ça a été très difficile pour ces groupes de jeunes d'arriver à une mobilisation constructive, en tout cas qui arrive à créer de nouvelles choses. Au Népal, on a vu, il y a quelqu'un en opposition qui a accepté de prendre le relais, mais il n'y a encore rien qui est vraiment définitivement construit. Donc je pense que c'est la force. Impossible à les maîtriser, ils sont capables de redémarrer, hein, ce sont un mycélium. Je crois que c'est le meilleur exemple qu'on puisse prendre, avec des champignons comme ça qui vont sortir un peu partout. Mais par ailleurs, c'est très difficile d'arriver à des slogans, des programmes plus construits, si on veut, et qui peuvent alors s'opposer au pouvoir. Sur la répression, Philippe Hensman, c'est un sujet que vous connaissez particulièrement bien. Alors pas parce que vous êtes du côté de la répression, mais bien parce que vous l'étudiez, j'espère en tout cas. Et vous l'avez étudié lors de votre passage comme président d'Amnesty Belgique, comme directeur d'Amnesty Belgique. C'est assez dingue parce qu'on a des exemples où la répression fait grandir le mouvement et d'autres où la répression va réussir à tuer le mouvement. Quel regard vous portez là-dessus? Alors, il y a une répression qui est habituelle, si on veut, hein, qui est habituée classique, à ce genre de choses. Le Myanmar, c'est évident, c'est une dictature féroce où il n'y a rien qui est permis, il y a même un génocide qui a été commis aussi là. Et donc, c'est clair que ce sont des gouvernements qui savent maîtriser, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, l'expression de ces mouvements, c'est dans la rue quand même. Hein. Et donc, à Madagascar, on n'a pas vraiment l'habitude de maîtriser ce genre de manifestations, pas comme en Birmanie. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important à garder à l'esprit. Ceci étant dit, c'est vrai qu'on est surpris de voir au Bangladesh le gouvernement qui tombe. Ça a été un peu l'exemple hein, pour toute la région. C'est le fait qu'il soit tombé. Oui, je pense qu'il y a aussi des gouvernements qui réagissent ultra brutalement en coupant Internet. Hein. Ça fait 2 jours qu'Internet est bloqué dans un pays. L'Afghanistan qui bloque tout l'Internet alors qu'on est dans des économies numériques aujourd'hui digitales. Peut-être moins en Afghanistan qu'aux États-Unis, évidemment, mais quand même. Et donc là, on peut se poser la question de comment est-ce que les gouvernements vont à terme pouvoir continuer à régir ça. Ouais, ça c'est la grande question parce qu'on l'a rappelé, hein, il y a différents exemples et ces exemples parfois se confrontent et s'annulent presque, hein, tellement la situation peut paraître complètement différente qu'on soit au Maroc, à Madagascar, au Bangladesh ou en Birmanie. Un mot quand même parce que Nicolas parlait tout à l'heure du fait qu'il n'y avait pas de leader charismatique, il n'y a pas non plus d'idéologie politique, on est vraiment dans de la mobilisation. C'est la réaction. On est vraiment, comme vous le dites, dans la réaction face à un pouvoir qui parfois est vieillissant, corrompu et qui va finalement briser aussi les rêves d'une partie de cette jeunesse. Oui, je crois. Ils ont les rêves déjà brisés en quelque sorte. Puisqu'ils se retrouvent dans des situations abominables. Ils ont fait des études souvent et ils se retrouvent dans la rue et il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Enfin, hein, et ils se rendent compte qu'il y a des privilégiés suivant les castes, suivant la religion, suivant le niveau de la classe sociale, comme on l'a vu au Népal. Hein. Le mouvement, c'était ça. Hein, on veut lutter contre les fils de riches, en quelque sorte. Et donc, c'est vrai, mais en même temps, c'est un programme qui devrait s'appliquer au monde entier, malheureusement. C'est la lutte contre la corruption. On sait aujourd'hui les dégâts que ça fait dans des pays comme la RDC, par exemple. Eh bien, c'est légitime de la part de toute la population. Malheureusement, toute la population ne peut pas s'exprimer comme les jeunes le font. Ils ont l'énergie, ils ont la proximité avec le digital qui leur permet de vraiment se rassembler. Et donc je crois que là, c'est quelque chose il n'y a pas de programme, c'est vrai. Il y en a quand même un grand qui est la lutte contre la corruption. Mais est-ce que ce type de mouvement, ces mouvements qu'on vit effectivement au Népal, au Maroc, à Madagascar, est-ce que ces mouvements peuvent être durables ou selon vous ils vont être étouffés, voire récupérés comme d'autres révoltes ça a déjà été le cas avec d'autres révoltes. C'est la leçon qu'il faut tirer du mouvement égyptien notamment, hein, qui a disparu parce qu'il y a eu une répression terrible aussi de Sisi qui a repris les choses en main, qui a embarqué tout le monde et qui a mis tout le monde en prison. Et donc c'est là qu'il faudra voir dans quelle mesure ces mouvements sont capables de se structurer. Dans certains pays, au Soudan à un moment donné, il y a eu des révoltes très très populaires.
ils ont réussi quand même à reconstruire certaines choses. Ça n'a pas duré très longtemps, mais on voit que dans certaines circonstances, il y a des capacités, il y a des leaders qui peuvent quand même émerger. Je parlais de champignons. Il y en a peut-être qui peuvent devenir plus grands et arriver à mobiliser quand même. C'est ce qu'il faut espérer. Oui, il y a l'exemple népalais, parce que je vous ai passé l'extrait tout à l'heure, la première ministre népalaise par intérim, qui a dit elle-même, moi je suis là que pour quelques semaines, pour assurer la transition, et puis on écoutera évidemment cette jeunesse pour voir ce que deviendra le pays à l'avenir. On va poursuivre cette discussion, restez bien avec nous, Philippe Hensman, mais en s'intéressant, Nico, à ces éléments qui ont été cités, qui reviennent quand même dans quasiment chacune de ces manifs. Oui, des codes en commun issus de la génération Internet, la pop culture, l'humour, les mèmes. Comment cette génération utilise tout ça pour fédérer et attirer justement l'attention médiatique. Marie-Jean Riès va nous expliquer tout ça d'ici quelques instants. Ouais, Le Monde Orient revient dans un instant. Restez bien avec nous sur LN24. Et vous êtes toujours dans votre émission Le Monde ou Rien. Nico, on poursuit et on continue de parler de cette génération Z. Oui, avec des éléments qu'on retrouve autant au Népal qu'au Maroc. La Gen Z utilise les codes des réseaux sociaux pour faire passer son message et appeler à manifester des symboles, notamment de la pop culture, qui sont en train de devenir des emblèmes dans les rues partout dans le monde. On voit ça avec Marie-Jean Riès. Si vous avez suivi les manifestations ces dernières semaines, vous avez peut-être remarqué ce drapeau qui revient souvent sur les images. Ce pavillon, il est devenu un symbole de la lutte contre l'oppression et il est emblématique de la jeune génération puisqu'il trouve son origine dans le manga le plus vendu au monde, One Piece. Alors dans l'histoire de One Piece, ce pavillon appartient à l'équipage du héros, un jeune pirate qui se bat contre des dirigeants autoritaires, égoïstes et corrompus. Ce drapeau est donc devenu un symbole, il a réuni des jeunes du monde entier par son immense portée populaire et surtout, il a quitté le monde des mangas pour atterrir dans les rues. Philippe Hensman, tous ces codes de la pop culture, notamment à travers le drapeau d'une série, d'un manga qui cartonne, One Piece, est-ce que c'est ça aussi qui rassemble ces mouvements qui concernent, vous l'aviez dit, la jeunesse? Je pense que ça donne un cachet, en quelque sorte, ça donne un saut au mouvement en disant on est de la même génération, on a les mêmes objectifs qui se retrouvent, on l'a dit, à travers les différents mouvements, la lutte contre la corruption, etc. Il y a un genre de cachet, le hashtag, en fait, Gen Z, ou le fait d'utiliser One Piece, le drapeau en question. C'est un saut que l'on met dans la communication et qui est en quelque sorte une garantie, une de ces garanties que l'on retrouve sur les réseaux sociaux qui ne demandent pas beaucoup d'explications. On le voit, ça suffit, on sait que c'est bon. On sait mais est-ce que c'est nouveau ça? Parce qu'on en débattait tout à l'heure en préparant l'émission, Nicolas et moi. Il me disait, ouais, mais à l'époque, les gens écoutaient les Beatles partout sur la planète quand il y avait des manifestations. Est-ce que c'était fondamentalement le cas ou est-ce que là, à nouveau, on a vraiment un Népalais qui peut parler avec quelqu'un peut-être même de Paris et d'avoir des codes en commun? Alors, ils vont peut-être pas parler beaucoup en commun. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que les Beatles, on les entendait partout, effectivement, mais il y avait un changement culturel énorme sur toute la planète aussi en même temps, qui accompagnait les Beatles et l'arrivée de la pop culture, justement. Donc, je crois que c'est pas forcément nécessaire de communiquer entre soi, mais c'est de montrer ensemble. On est sur un réseau commun, TikTok pour la plupart du temps, dans un grand nombre de circonstances, et aussi, ce sont des vidéos très très courtes où on ne parle pas beaucoup, on joue sur l'émotion, on montre des choses, et donc c'est ça aussi qui rend le mouvement difficile à percevoir pour les autorités. C'est vrai que des jeunes le font dans les manifestations, ils se filment pendant les manifestations, et c'est ça qui touche aussi beaucoup de jeunes dans le monde entier. C'est le principe de l'influenceur qu'on retrouve partout, et de chacun qui peut s'exprimer comme ça, et où effectivement il n'y a pas de grosses discussions, il n'y a pas de gros débats sur le fond. On dit c'est pas bien la corruption, et regardez, je manifeste avec un drapeau. C'est même presque dire, on veut du changement, quoi qu'il arrive, on veut juste la situation comme elle ne voit pas. C'est insupportable, on n'en peut plus, il faut changer. Et l'humour, comment vous expliquez la présence de l'humour? Parce que c'est vrai qu'il y a les codes, vous l'avez rappelé, tu l'as rappelé, Nico, des mangas, la culture populaire, Internet, les mêmes aussi. Mais l'humour, c'est assez dingue quand même. Ça fait partie de la culture quand même, si je puis dire. Soit il y a des choses terriblement... Soit on est sur Truth, le réseau de Trump, et de l'extrême droite américaine, ou alors on se trouve sur TikTok et c'est plus léger quand même. C'est moins lourd. Et donc je crois que c'est ça qu'il faut voir, c'est la facilité avec laquelle on peut s'exprimer, la solidarité, ce cachet, Gen Z et One Piece, qui garantit en quelque sorte qu'on lutte tous ensemble au même moment. Et ça fait du bien aussi. Ça réconforte en se disant c'est au Népal, c'est au Bangladesh, c'est en Indonésie, en Philippines et même en Amérique latine. L'Amérique latine est aussi secouée par ça. Et donc je pense que ça renforce tout le mouvement
encore une fois, de façon très short. Ça ne demande pas beaucoup d'explications et c'est l'émotionnel. Ouais, on verra si on arrivera à cette fameuse internationale Gen Z pour voir si effectivement ce Népalais pourra parler à ce Parisien et tout ce qui va. Il faut voir derrière. s'il a vraiment besoin de lui parler. Ce qui est important, c'est qu'ils arrivent à en parler entre eux. Cette grande lutte commune, on va dire. Merci en tout cas, Philippe Elfsman. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et à bientôt, évidemment, Philippe, sur LN24. Nico, on poursuit, nous, le monde ou rien, et ça continue comme chaque soir en images. Oui, avec une image d'abord, celle de Copenhague. C'est là qu'a eu lieu aujourd'hui un sommet européen pour débattre de la sécurité du continent, alors que, on le rappelle, des drones russes multiplient les incursions provocatrices depuis 2 semaines. Direction aussi les États-Unis qui plongent dans le shutdown, et puis focus sur un ancien président condamné à mort pour trahison. Tout ça, c'est dans l'arrêt sur image et c'est signé Alexandre Gérard. Et on commence avec un premier arrêt dans une capitale européenne sous haute sécurité. Une odeur de guerre se répand à Copenhague. L'alerte est maximale après plusieurs attaques de drones la semaine dernière. La France, les États-Unis et la Suède ont envoyé des dispositifs anti-drones. Le Danemark attend une réponse forte de l'Europe. I hope that everybody recognizes now that there is a hybrid war, and one day it's Poland, the other day it's Denmark, and next week it will probably somewhere else that we see sabotage or we see drones flying, or there is only one country that are willing to threat us, and it is Russia, and therefore we need a very strong answer back. Les dirigeants des 27 pays européens se réunissent dans ce contexte. Un sommet informel organisé pour parler des enjeux de défense. Au centre des discussions, l'idée d'un mur anti-drone est revenue sur la table. En tout cas, nous sommes dans une confrontation avec la Russie, qui depuis plusieurs années est un acteur très agressif dans notre espace informationnel. On l'a vu dans le cadre des élections comme ailleurs, qui multiplie les attaques cyber, qui évidemment a lancé une guerre d'agression en Ukraine, qui utilise la menace nucléaire et qui aujourd'hui, on le voit bien, provoque dans des espaces aériens. Tout ça est un ensemble hybride qui est dans le champ de la confrontation. Volodymyr Zelensky sera présent demain dans la capitale danoise. Le président ukrainien participe à une réunion de la communauté politique européenne, une réunion avec une quarantaine de dirigeants de l'Europe géographique. Deuxième halte dans des États-Unis paralysés. Un scénario redouté et confirmé la nuit dernière. Un accord sur le budget n'a pas pu être trouvé. Conséquence, la plupart des services fédéraux sont à l'arrêt. Pour faire passer ce texte, il faut un vote de 60 sénateurs. Les Républicains ont une majorité de 53 sièges. Faites le calcul, il faut donc l'accord de 7 démocrates. Et chaque camp rejette la faute sur l'autre. Now, why do we care so much about them negotiating with us? It's not a point of pride. It's because Americans are hurting with higher costs throughout the country. We didn't ask Democrats to swallow any new Republican policies. We didn't add partisan riders. We simply asked Democrats to extend existing funding levels to allow the Senate to continue the bipartisan appropriations work that we started. And Senate Democrats said no. Ce n'est pas le premier shutdown de l'histoire des États-Unis. En 2018, le pays a connu la même situation pendant 35 jours. À l'époque, Donald Trump était déjà en place. Aujourd'hui, le président menace de profiter de la situation pour limoger des fonctionnaires. We could do things during the shutdown that are irreversible, that are bad for them and irreversible by them. Like cutting vast numbers of people out, cutting things that they like, cutting programs that they like. Lors du premier shutdown, le bureau budgétaire du Congrès a estimé la réduction du PIB à 11 milliards de dollars. Pour l'heure, la durée de l'impasse est impossible à prédire. Troisième arrêt avec un visage, celui d'un traître selon la justice congolaise. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, est condamné à mort. Il est reconnu coupable de complicité avec le mouvement du M23, un mouvement soutenu par le Rwanda dans le conflit à l'est du Congo. Il est donc clair que le prévenu Joseph Kabila Kabange entretenait et entretient des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère hostile à la RD Congo. Il envisageait de renverser par les armes le régime constitutionnel en place. C'est une condamnation historique.
Jamais un président congolais n'a été condamné par une juridiction militaire. Le procès s'est tenu sans le principal intéressé, en exil depuis 2 ans, mais son parti a sorti un communiqué pour dénoncer le jugement. Le FCC dénonce la restauration de la dictature et l'instrumentalisation croissante tant de la justice que de la puissance publique à des fins politiques. Le FCC, qui se positionne comme une force politique considérable de l'opposition, promet de combattre cette condamnation qu'elle juge inacceptable. En plus de cette condamnation à mort, Joseph Kabila doit rembourser des dommages et intérêts chiffrés à 30 milliards de dollars, soit 2 fois le budget de l'État congolais. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain avec 3 images qui auront fait l'actualité. L'arrêt sur image d'Alexandre Gérard, c'est à découvrir tous les soirs dans Le Monde Orient, puis quand vous le souhaitez sur l24.be. Nico, dans quelques instants, j'allais dire on arrête avec l'actualité, mais c'est pas exactement ça. On se prépare parce qu'on va avoir notre grand invité qui va venir s'installer. Oui, un invité que tu connais bien, qui était un visiteur à une certaine époque, un visiteur du soir, et que tout le monde connaît puisque ces dessins de presse, ils apparaissent bien sûr dans Le Vif et dans l'Écho chaque semaine. Aujourd'hui, il vient nous présenter 7 nouvelles BD entièrement dédiées à ce personnage dont on parle beaucoup dans cette émission, Donald Trump. Ça s'appelle Les années Trump, saison 2. Et c'est signé évidemment Nicolas Vado qui nous rejoint dans Le Monde Orient d'ici quelques instants. À tout de suite. De retour dans Le Monde Orient, merci de nous suivre sur LN24, toujours avec Nicolas Pipin évidemment. Nico, place à notre grand invité ce soir, place à la règle de 3 de Nicolas Vado. Et 2 Nico sur le plateau, ça peut être facile. Mais Nico Pipin, 3 mots pour présenter la personnalité présente sur notre plateau ce soir. C'est vrai que c'est pas un nom banal en plus. Le premier mot que j'ai choisi pour votre portrait, Nicolas Vado, c'est persévérance. Parce que Nicolas Vado, on dirait le début d'une mauvaise blague. C'est l'histoire d'un Français, d'un Britannique et d'un Australien, mais réunis dans une seule et même personne. Une personne qui a dû se battre, faire preuve de persévérance pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, pour devenir l'un des dessinateurs de presse les plus connus du royaume. Et tout ça a commencé à l'UGC de Brouckère. Vous étiez agent d'accueil là-bas, vous savez, ceux qui nous donnent le popcorn, hein, bien sûr. Et vous avez en fait tous les jours déposé vos dessins au secrétariat du Vif avant de regarder chaque vendredi si l'un de vos dessins apparaissait enfin dans les pages de l'hebdomadaire. Finalement, ce sera le cas une première fois, puis une seconde fois, 3 mois plus tard. Aujourd'hui, vous y êtes toujours, comme quoi la persévérance, ça paie. Beaucoup de patience pour être prise au vif. Deuxième mot pour ton portrait, Nico, c'est crayon. Oui, le crayon, votre arme pour dépeindre le monde, et c'est le génial Plantu qui vous a donné envie de l'utiliser toute votre vie, ce crayon. Un crayon non pas d'humoriste, non pas d'illustrateur, mais d'éditorialiste. Un éditorialiste qui dessine un point de vue pour alimenter le débat. Et preuve qu'il le fait sûrement plutôt bien. Les gens de gauche pensent qu'il est de droite et les gens de droite pensent qu'il est de gauche. Mission accomplie. Et puis dernier mot de ce portrait, Nico, c'est Trump. Oui, Donald Trump, un homme qui occupe toutes nos pensées, toutes nos actualités, et honnêtement une émission sur 2 d'un monde ou rien. Et en octobre 2020, Nicolas Vado choisit un titre pour son recueil annuel de dessins de presse. Ce titre, c'est Les années Trump, avec donc un bilan du premier mandat du fantasque milliardaire à la tête des États-Unis. Mais comme à l'époque, on était à la veille des élections présidentielles et qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, il a finalement sous-titré l'album d'un petit saison 1 visionnaire, puisque 5 ans plus tard, Donald Trump is back avec un nouvel album de Nicolas Vado, Les années Trump, saison 2, et on va en parler avec lui jusqu'à la fin de cette émission. Bonsoir Nicolas Vado. Bonsoir. Merci d'être présent sur ce plateau. Merci de m'inviter. Bien, hein, tout à fait. Évidemment sur les 24, quel plaisir de vous revoir et de vous recevoir ce soir dans Le Monde Orient. Nicolas Vado pour un deuxième album donc consacré à ce personnage qui ne laisse personne indifférent, un certain Donald Trump. En quoi est-ce qu'il vous fascine aujourd'hui le président américain, et est-ce que fasciner est le bon mot à utiliser ce soir? Oui, il est assez fascinant parce qu'il est quand même un symptôme de l'époque. Il a changé le métier puisque ce qui était de la caricature est devenu de la simple observation, puisque ce qu'il fait dépasse toujours ce qu'on peut dessiner. Ça m'est encore arrivé cette semaine. Vous pouvez voir dans Le Vif qui sort cette semaine où je l'ai fait aux côtés de Netanyahou et je lui ai mis un kéfier sur la tête et il dit à Netanyahou, que ça te plaise ou non, j'aurai mon prix Nobel de la paix. Et quelques heures après, il a dit que ce serait une insulte aux États-Unis s'il n'avait pas le prix Nobel de la paix. Donc ça qui est assez difficile avec lui, c'est qu'il va toujours plus loin que la caricature. C'était le cas quand il a fait son annonce sur Gaza qu'il allait transformer en Riviera du Moyen-Orient. Donc moi évidemment je vois ça, je dessine Gaza en Riviera du Moyen-Orient avec des bars à putes, avec Mélania qui fait la crêpe sur la plage et tout ça. Et 3 jours après, il nous fait une vidéo en intelligence artificielle qui est 10 000 fois mieux que le dessin que j'avais pu faire. Il la partage. Ouais. Donc il a ce côté en effet fascinant, mais il est le simple
symptôme d'une Amérique qui est en guerre contre elle-même. Il y a des petits Trump un peu partout, y compris chez nous en Belgique. Il a réussi à parler aux tripes des gens, c'est son génie politique, je mets évidemment des guillemets à ça. C'est assez inquiétant et le personnage est assez difficile à cerner parce que quand on le traite par exemple de fasciste, je ne suis pas d'accord parce qu'il utilise des méthodes du fascisme, c'est-à-dire la verticalité, faire taire les minorités, tout ce qui n'est pas d'accord avec lui, le culte de la personnalité. Donc il a des méthodes fascistes, mais ce n'est pas un fasciste parce qu'il n'a aucune idéologie autre que lui-même. Il a voulu devenir président pour plusieurs raisons. D'abord pour éviter de retourner en prison, ensuite pour s'enrichir. Et autre chose qui est très important chez lui, c'est qu'il veut absolument laisser une place dans l'histoire. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. C'est quelqu'un qui est dans la revanche perpétuelle, comme son ex-grand ami Elon Musk. Et c'est ça qui est intéressant dans le personnage, c'est qu'on a l'impression d'avoir un enfant de 5 ans qui n'a toujours pas grandi. Nicolas Lavado, très souvent en tant que journaliste, nous on hésite à rebondir sur toutes les déclarations de Donald Trump tellement elles sont folles. C'est difficile aussi parfois de le faire tous les jours. Est-ce qu'en tant que dessinateur on se pose aussi cette question ? Oui, on se la pose constamment et je me la pose également avec l'Écho ou avec Le Vif, encore plus avec l'Écho qui est en quotidienne, parce que notamment après le 20 janvier, surtout les 100 premiers jours, après ça s'est un peu calmé et puis c'est reparti, on se disait mais est-ce que les gens vont pas en avoir marre ? On fait du Trump tous les jours. Et pourtant, si vous prenez dans le bouquin, parce que j'ai daté tous les dessins, vous avez notamment en février, je pense qu'il y a un dessin tous les jours sur lui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé depuis le 20 janvier, les 100 premiers jours jusqu'au Liberation Day à peu près en avril, on s'aperçoit un changement radical du monde. Vous parliez du début de ma carrière. Moi, j'ai commencé à faire du dessin politique en 1989. En septembre 89, j'étais en première année d'études à l'ERG. Et le premier exercice qu'on nous avait donné, c'était illustrer l'actualité. Moi, je ne voulais pas l'illustrer, je voulais la comprendre, mais c'était à un moment charnière, c'était la chute du mur de Berlin. Et en fait, entre la chute du mur de Berlin et la mort des époux Ceausescu fin décembre 89, vous avez 3 mois où le monde s'est complètement chamboulé d'un coup, devant nos yeux, et le monde que l'on connaissait avant, c'est-à-dire coupé en deux entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Ouest, s'est tout à coup écroulé, les murs sont tombés. C'est ce qu'on revit aujourd'hui ? C'est ce qu'on revit, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que les murs s'érigent. Et pourtant, ça fait 35 ans que je fais ce métier, donc des grandes crises, je les ai couvertes toutes en dessin, plus ou moins, que ce soit le 11 septembre, que ce soit la crise financière de 2008, que ce soit le Covid, que ce soit la guerre en Ukraine. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est un changement diamétral du monde, c'est-à-dire que l'Europe perd complètement sa place, elle doit se retrouver un avenir face à un allié qui n'en est plus un véritablement et avec un ennemi à nos portes. Donc c'est quelque chose qui est très important et Donald Trump, de ce point de vue-là, par rapport à son premier mandat, parce que vous disiez que j'avais fait saison 1, la saison 2, je me souviens très bien de ce que m'avait dit Jérémy Gallon, que vous connaissez bien, qui vient souvent. Il m'avait dit, tu verras, il va être élu et ce coup-ci, il sera prêt dès le premier jour. Et c'est ce que m'avait dit Bruno Coleman aussi, qui va souvent là-bas. Et là, contrairement à la première fois où il ne s'attendait pas du tout à être élu, là, il s'attendait à être élu. Il avait dit, je serai dictateur un jour, voire plus. Et c'est quoi la différence entre ces deux Trump ? Parce que vous l'avez souvent dépeint en enfant capricieux, Donald Trump. Aujourd'hui, cet enfant, il est seul à prendre ses décisions. C'est ça la grosse différence ? La différence, c'est que l'enfant capricieux avant avait des adultes dans la pièce, et maintenant, il n'y en a plus parce qu'il les a tous virés les uns après les autres. Et la personnalité de Donald Trump en elle-même est très intéressante. Le Trumpisme perdurera après lui. Alors, il y a des gens qui pensent qu'il va mettre son fils à la place la prochaine fois. Ou alors, ce soit J.D. Vance. J.D. Vance, qui est, contrairement à Trump, qui est un intellectuel, qui, lui, a une vraie colonne vertébrale idéologique que je trouve très inquiétante, ce qui n'est pas le cas de Trump. Il est plus dangereux, c'est ça ? Je ne sais pas s'il est plus dangereux, parce qu'il y a quelque chose dans Donald Trump qui parle aux tripes des gens. Ce qui ne sera pas forcément le cas de son fils. D'abord, ses 2 fils aînés, il a toujours dit qu'il avait dit un jour que les fées ne s'étaient pas penchés sur leur berceau, première chose. Baron Trump, ça c'est autre chose, mais il est un peu jeune. Concernant J.D. Vance, qui a été biberonné par Peter Thiel et par les géants de la tech, ça c'est autre chose. Donc on a une sorte de techno-féodalisme qui se met en place, c'est-à-dire un alliage entre un type comme Donald Trump et les géants de la tech, ce qui fait quelque chose, un cocktail extrêmement explosif. Et je ne suis pas certain que le Trumpiste tel qu'il est survivra à Donald Trump à cause précisément de ce culte de la personnalité. Ouais, on voit depuis tout à l'heure, Nicolas Lavado, tous vos dessins qui sont passés. Enfin, on vous montre évidemment tous les dessins de Nicolas Lavado avec les dates qui sont chaque fois aussi indiquées. Il y a un dessin qu'on voulait vous montrer aussi ce soir, c'est donc Donald Trump en mode Matrix qui évite les balles. Il va apparaître dans quelques instants ce dessin. Et puis les balles, on peut lire aussi ces mots, condamnation, prison,
assassinat, banqueroute, le voilà donc ce dessin absolument dingue. On a quand même l'impression, et vous arrivez à bien le mettre en image, Nicolas Vado, que rien ne peut atteindre aujourd'hui le président américain, qui pourrait éviter toutes ces balles lancées par la gauche, par la droite, par le monde entier finalement. Alors c'est un peu le téflon, c'est-à-dire que rien ne s'attache avec lui. Mais ce dessin, il a été publié le 21 juillet 2024 parce que j'ai découpé le livre en 3 chapitres. Un monde sans dessus-dessous pour comprendre le monde tout autour de nous qui a contribué à ce que Donald Trump soit réélu. Le 3e chapitre, c'est le retour du roi, mais au milieu, j'ai fait l'élection présidentielle américaine 2024 parce que c'est une élection qui va rester dans l'histoire pendant des années et des années. On n'a jamais vu ça. Souvenez-vous quand même de la séquence. Le 27 juin 2024, on a ce débat avec Joe Biden et Donald Trump, et Joe Biden explose en plein vol, véritablement. Il finit pas ses phrases, et même Donald Trump savait pas trop quoi dire parce qu'il avait finit un par peu dire, pitié. je sais pas si vous avez compris quoi que ce soit, mais moi non plus. Ouais. Et juste après ça, tout le monde demande à Biden de se retirer. Il ne se retire pas. Pourquoi il se retire? Pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on a des gens comme George Clooney qui a demandé son avis à Barack Obama avant, qui menace de retirer la prise. Et puis Joe Biden, ce qui va faire que Joe Biden démissionne, c'est qu'il va avoir un Xème Covid, lui qui était déjà vacciné 250 fois, il brillait dans la lumière déjà, mais il a à nouveau un Covid. Et là, il va abandonner. Et il va abandonner juste après l'attentat manqué contre Donald Trump. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que cet attentat manqué est un complot. Moi je ne pense pas du tout. Je pense qu'il a eu énormément de chance. Et puis ce jour-là, le 13 juillet, on lui tire dessus. Il y a cette photo absolument extraordinaire avec les gardes du corps qui se ruent sur lui. Le poing levé. Le poing levé avec un peu de sang et le drapeau américain au-dessus mais qui est à l'envers, comme si c'était la marque du diable. C'est une photo iconique et à ce moment-là, Trump a gagné l'élection parce qu'il devient à la fois un héros, une victime et un martyr. Et c'est là, je viens de lire un bouquin passionnant qui s'appelle La pensée nazie, c'est-à-dire comment, c'est un historien anglais Roll Lawrence, il s'appelle, et qui explique comment un peuple civilisé en quelques années a basculé vers l'extermination nazie. Mais on est d'accord, juste Nicolas Vado, qu'on n'a pas pu faire 2 tomes comme ça sur un personnage comme Joe Biden, par exemple. Il fallait vraiment avoir quelqu'un à la fois qui... Parce que physiquement aussi, on s'amuse à dessiner un Donald Trump. Est-ce qu'on tombe pas très vite aussi dans la caricature au sens premier du terme? Dans la caricature de la caricature, mais j'essaie de faire évoluer le personnage aussi parce qu'il vieillit comme tout le monde, j'essaie de le faire évoluer. Mais pour revenir à la pensée nazie, ce qui était intéressant, c'est que les dictateurs comme Adolf Hitler ont un discours qui est eux contre nous, d'une part, et d'autre part, ils dressent un portrait cataclysmique de la situation, mais disent « grâce à moi, tout va aller mieux ». Et ils donnent un espoir. Et en fait, c'est ce que donne Donald Trump, même si c'est complètement fallacieux et factice, il donne un espoir. Joe Biden ne donnait pas d'espoir. Joe Biden, c'était un vieux croulant et le Parti démocrate avait été verrouillé par lui, mais avant par Obama. Kamala Harris n'y a jamais cru, donc c'était perdu d'avance. C'est ça qui est intéressant. Et donc cette séquence de l'élection présidentielle 2024, elle restera dans les annales de l'histoire. Autre dessin, Nicolas Vado, qu'on va voir à l'écran, c'est la paix selon Donald Trump. On y voit Trump et Poutine en winner se serrer la main sur un Ukrainien qualifié de loser. J'aimerais quand même qu'on s'arrête, voilà, on le voit à l'image ce dessin, j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur ce mot paix. Donald Trump qui affirme à nouveau, vous en avez parlé, qu'il devrait recevoir le prix Nobel de la paix après son plan de la paix pour Gaza. Donald Trump, prix Nobel de la paix, est-ce que vous pensez réellement le dessiner un jour? Ça peut arriver. Écoutez, si on veut lui filer son prix Nobel de la paix et que ça fait que la guerre à Gaza se termine, ok, qu'il ait son prix Nobel de la paix, je m'en fous. Mais ce qui est intéressant, c'est que Trump voit le monde de manière binaire. Il y a des gagnants et il y a des perdants. Sauf qu'en face de lui, il a un mur qui est Vladimir Poutine, qu'il a complètement couillonné à Anchorage au mois d'août, parce que j'ai terminé le bouquin le 21 août, juste après cette séquence-là. Il s'est fait couillonner l'autre jour par Netanyahou de la même manière, parce que j'ai fait un dessin dans l'Écho hier où il montre Netanyahou dit Donald Trump m'a tordu le bras, et l'image d'après il dit mais je me suis vite remis, il lui fait un bras d'honneur, parce que c'est un peu ça ce qui se passe. Et donc en fait Trump s'en fout complètement de ce qui se passe au Moyen-Orient, à Gaza ou en Ukraine. Il veut juste parler à sa base MAGA. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est pas un faiseur de paix. Mais je vous dis, si le fait de lui donner le prix Nobel de la paix fait que l'horreur s'arrête à Gaza, que
l'armée israélienne arrête de pilonner et d'affamer la population à Gaza et que le Hamas dépose les armes, oui, ok. Hein. Ouais, on a parlé tout à l'heure de ces mini-Trump qui pouvaient émerger un peu partout sur la planète, notamment ici en Belgique. Il y en a, parce qu'il y a une citation qui ouvre un petit peu ce livre, une citation d'Elon Musk qui dit « La faiblesse fondamentale de la civilisation occidentale, c'est l'empathie ». C'est donc Elon Musk, on la voit à l'écran. Il y en a un autre qui manque d'empathie selon vous, c'est Georges-Louis Boucher, le grand patron du mouvement informateur. Vous l'avez dessiné il y a quelques jours dans l'Écho avec la tête de Trump. C'est un Trump en puissance, Georges-Louis Boucher, aujourd'hui en Belgique? C'est pas un Trump en puissance parce que je ne pense pas du tout que Georges-Louis Boucher soit un leader d'extrême droite. En revanche, il utilise une rhétorique du conflit permanent, du eux contre nous. J'avais fait ce dessin au moment où Michel de Macht avait s'est fait interdire d'aller au débat. Alors, déjà, il se faisait interdire d'aller au débat et surtout, j'avais trouvé la démarche de Boucher totalement populiste parce qu'il avait dit nous sommes des élus bien payés, les gens attendent, le peuple attend autre chose que des chamailleries comme ça. Ça, c'est clairement une rhétorique populiste. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, ne va pas dans un État démocratique. Maintenant, je l'ai dit plusieurs fois, Boucher, il est intéressant. Ça ne veut pas du tout dire que je partage ses idées, mais il est intéressant parce qu'il fait bouger les lignes. Le problème, c'est qu'il est dans le clivage permanent. Une polémique chasse l'autre et les gens commencent à en avoir marre de ça. Et je pense que c'est la même chose avec Trump. En fait, c'est un reality show permanent, Donald Trump. Et Nicolas Wadeau, quand vous dessinez de cette manière, par exemple, Georges-Louis Boucher, il ne vous appelle pas en vous insultant, en disant « Mais c'est très grave, Nicolas ». En tout cas, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, mais pas une menace de Georges-Louis Boucher. On va continuer avec un petit questionnaire, justement. Quelques questions à vous poser, Nicolas Wadeau. Vous y répondez aussi rapidement que vous le souhaitez. C'est qui la personnalité que vous préférez dessiner aujourd'hui? J'ai pas de personnalité que je préfère dessiner. Moi, je dois dessiner tous les gens qui viennent dans l'actualité. Il y en a certains, la fonction fait l'homme. On a du mal à les avoir au début. J'avais eu du mal avec François Hollande au début, puis petit à petit, c'est fait. Macron, je l'ai chopé tout de suite, par exemple. Il y en a certains, ils sont plus difficiles à dessiner physiquement parlant, mais au bout d'un moment, j'y arrive. Donc, je ne peux pas avoir de gens que je préfère ou que je n'aime pas dessiner parce que moi, je suis dessinateur de presse politique, c'est-à-dire que je prends ce qui vient dans l'actu. S'il y a des gens qui viennent, il m'est arrivé de dessiner des nouveaux. J'ai dessiné Christophe de Beuquelard, j'ai dessiné les négociateurs bruxellois, c'est des gens que je dessine pas tout de suite. Alors quand je dois dessiner quelqu'un que j'ai jamais dessiné, c'est un peu un challenge parce que j'ai quand même l'heure tourne, j'ai que 3 heures pour faire le dessin. Et ils sont moins connus que d'autres. Ils sont moins connus. Alors s'ils sont vraiment inconnus, je mets leur nom sur une valise, mais en général, on arrive à comprendre. Mais ça c'est bon à savoir pour ceux qui nous regardent ce soir. S'il y a votre nom sur une valise, c'est que vous n'êtes pas connu. Voilà. Mais en général, quand ils sont dessinés la première fois par les dessinateurs de presse, ça veut dire qu'ils ont franchi un palier médiatique, donc ils sont super contents. Après, ils s'y font. On parlait de personnes moins connues. Est-ce que des politiques vous ont déjà appelé en disant « Pourquoi tu m'as toujours pas dessiné, Nicolas ?» Non. C'est jamais arrivé. De toute façon, vous savez, j'ai très très peu de rapports avec les mondes politiques. J'ai très peu d'amis dans le monde politique. Ça se compte sur les doigts d'une main et même pas la main entière. Parce que mon métier, ça n'est pas de travailler pour les politiques. Moi, je travaille pour les lecteurs de l'Écho et du Vif. Vous savez, par exemple, j'ai toujours refusé de faire les cartes de vœux des hommes politiques. On me l'a demandé à peu près dans tous les partis. J'ai toujours refusé parce que j'estime que ça n'est pas mon rôle. Il y a une ligne rouge. Je suis un observateur de la politique. Je ne suis pas de connivence avec le monde politique. Ça ne veut pas dire que je les déteste parce que j'ai un grand respect pour la politique, sinon je ne ferais pas ce métier-là. Mais chacun son rôle, donc je reste observateur. Ouais, on veut un nom maintenant, Nicolas Wadeau. Est-ce qu'il y a un politique qui s'est déjà plaint d'un dessin ? Il se dit, voilà, Nicolas Wadeau, là, ce que vous avez fait, c'est dégueulasse. Non, mais il y en a un, c'était Maurice Lippens, au moment de la crise... Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Au moment de la crise financière, de la crise de Fortis, si vous vous souvenez, Maurice Lippens s'était terré dans un trou pendant longtemps, il voulait parler à personne, et puis un jour, il a accepté de donner une interview, et il l'a donnée à l'Écho. Et la rédactrice en chef de l'époque, qui était Martine Mascac, m'a raconté que quand elle a fait l'interview, il lui a dit « Est-ce que vous ne pourriez pas demander à votre dessinateur d'y aller un peu mollo parce que j'y ai droit tous les jours. » Elle me l'a dit, ça a fait marrer tout le monde, j'ai continué à le dessiner tous les jours. Mais donc voilà, mais j'ai pas... Je veux dire, on vit quand même en Belgique dans un pays démocratique. De mon point de vue, puisque je n'ai pas de connivence avec le monde politique, je n'ai pas de pression non plus, donc je n'ai encore jamais eu de politicien qui se soit plaint, soit directement à moi, soit aux journaux. Alors ils ne me le disent pas, mais je suis assez libre. On va revoir un de vos dessins présents dans cet album, Les années Trump, saison 2. On va le voir à l'image. On y voit donc Donald Trump dans son propre late show. Avec, on voit l'image avec lui-même dans un miroir. L'un dit « Je me souviens de toi dans The Apprentice, j'adorais, ça c'était de la télé ». L'autre lui répond « Ah oui, j'avais bien plus de talent que Colbert, Kimmel et Fallon réunis ». Est-ce que ça vous évoque quoi, tout ce qui s'est passé autour de ces late shows aux États-Unis en tant que dessinateur de presse ?
C'est très intéressant parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec Kimmel, ça a fait contre-feu en fait. Il est revenu finalement. Il y a quelque chose qui m'avait frappé, c'était au mois de mai dernier, pendant le festival de Cannes. Il y avait Jodie Foster qui était interviewée chez Laurent Delahousse au journal télévisé. Vous savez, Jodie Foster parle couramment français. Jodie Foster est une démocrate lesbienne, elle défend les droits LGBT. Et elle était là pour présenter un film avec Daniel Auteuil. Et Laurent Delahousse n'a pas pu s'empêcher de lui demander ce qu'elle pensait de la situation aux États-Unis. Et là, elle a dit « Non, je ne suis pas là pour parler de ça, je vais parler de mon film avec Daniel Auteuil ». Je me suis dit, si même Jodie Foster a peur, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche vraiment. Pendant les Oscars d'Hollywood, il n'y avait rien du tout. Donc je trouvais que le monde culturel américain, à part Bruce Springsteen, Robert De Niro et ma consoeur Anne Telnaes, qui est avec laquelle apporte du Washington Post, ils étaient tous comme ça. Et là, c'est en train de changer parce que, en fait, la démocratie américaine, elle est attaquée, mais elle reste encore assez forte. Et je pense que ce qui s'est passé avec Jimmy Kimmel est très important parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a tapé au portefeuille de Disney, on a dit « Ah, vous voulez plus le mettre? Eh ben moi, je regarde plus vos séries Disney. » C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Donc, on verra pour ce qui est de Stephen Colbert, mais ce qui se passe avec Jimmy Kimmel est intéressant. C'est peut-être un tout petit début d'embryon de rébellion. Revenons, Nicolas Vados, sur votre métier, notamment ces structures qui existent aussi pour protéger les dessinateurs de presse. C'est le cas notamment de Cartooning for Peace, dont vous faites partie. Alexandre Gérard nous explique justement ce que c'est et on en parle juste après. Cartooning for Peace s'est créé dans un contexte difficile pour le dessin de presse, des réactions violentes après la publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois. Et aujourd'hui, le mouvement rassemble du monde 344 caricaturistes répartis dans 78 pays du monde avec une mission, promouvoir les libertés fondamentales. Cartooning for Peace se bat pour la liberté d'expression, Cartooning for Peace se bat pour les droits humains et pour pouvoir faire société dans un monde apaisé et durable. Nous le faisons en organisant des expositions, en publiant des livres, notamment avec notre partenaire Gallimard. Nous le faisons en travaillant avec différents médias français et internationaux. Nos dessinatrices et nos dessinateurs vont à la rencontre des publics, des jeunes publics dans les lieux d'enseignement, mais aussi des détenus dans les lieux de détention. Dans cette organisation, on retrouve des caricaturistes français, belges, de pays démocratiques, mais pas que. Il y a aussi des dessinateurs de presse qui viennent d'Iran, d'Afghanistan, de Syrie, de pays où la liberté d'expression n'est pas une garantie. Et Cartooning for Peace veut protéger ces dessinateurs de presse qui travaillent dans des contextes difficiles. Elle alerte sur les situations aux quatre coins du monde. Dernier exemple en date, c'était cette année en Turquie où un dessinateur de presse a été arrêté par le pouvoir pour avoir caricaturé Mahomet dans un journal. Nicolas Vados, que dessinateur de presse est encore un métier dangereux, un métier à risque en 2025. Et est-ce que parfois vous vous autocensurez vous-même par peur aussi de représailles, voire même de réactions un petit peu extrêmes? Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Je pense qu'on fait tous preuve d'autocensure dans la vie, quel qu'il soit. Mais est-ce que c'est par peur? Il peut y avoir par peur parce que les attentats de Charlie ont tout changé, évidemment. C'est assez compliqué et dans une société de plus en plus polarisée, quoi que vous fassiez sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai quitté les réseaux sociaux parce que sinon ma santé mentale n'y survivrait pas. Et en fait, les réseaux sociaux rendent les gens cons encore plus cons et les gens intelligents cons. Donc je pense que les réseaux sociaux sont une plaie pour nous. Tout le monde est perdant. Donc je les ai quittés depuis longtemps. Moi, je travaille avant tout pour les lecteurs de l'Écho et du Vif. C'est vrai que c'est un métier qui est assez exposé, mais bon, c'est ce qui fait la loi du genre aussi. Un dessinateur de presse qui ne dérange personne, c'est un grand jet d'eau tiède. Donc ça fait partie du genre. Mais j'étais en juillet dernier au Festival de journalistes de couture et il y avait Rhys qui était là. J'étais en débat avec lui et ses 6 gardes du corps, soit dit en passant. Et Rhys disait quelque chose, il disait « Quand j'ai la réunion de rédaction de Charlie, la première chose que je demande à mes dessinateurs et mes journalistes, c'est qu'est-ce qui vous a énervé cette semaine ?» Et moi, c'est pas forcément la définition que j'ai du dessin politique, c'est-à-dire moi, je veux parler de ce qui m'a énervé, mais aussi de ce qui m'a questionné, de ce qui m'a émerveillé, de ce qui m'a fait m'ouvrir sur le monde. Parce que le dessin politique, c'est du gai savoir permanent, c'est-à-dire que plus on apprend qu'on ne sait rien. Comme vous le savez, Jim, je lis énormément de bouquins pour mettre de l'essence dans le moteur, si on veut. Donc, il y a quelque chose de presque didactique dans le dessin. Vous parliez Cartooning for Peace, j'ai été vice-président de Cartooning for Peace. Cartooning for Peace, c'est une association très importante parce que les dessinateurs de presse, je les connais quasiment tous dans le monde entier. C'est très intéressant, notamment ceux qui travaillent dans des pays qui ne sont pas démocratiques. C'est intéressant à la fois pour eux
eux et pour nous. C'est intéressant pour nous parce qu'on se rend compte de la liberté fantastique que l'on a dans des pays démocratiques, et c'est intéressant pour eux parce que ça fait un peu modèle. Ils se disent voilà ce qu'on pourrait faire. Et donc quand Plantu et Kofi Annan ont créé Cartooning en 2006, après la première affaire des caricatures de Mahomet, l'idée c'était de jeter des ponts entre les cultures, c'est-à-dire entre les croyants, les non-croyants, entre les musulmans, les juifs, les catholiques, tout ce que vous voulez. Et il y a de tout dans Cartooning for Peace. Il y a des tabous dans toutes les sociétés. Donc c'est toujours intéressant et passionnant de dialoguer avec des dessinateurs qui sont beaucoup plus en danger que je ne pourrais l'être. Vous prenez Boligan par exemple, qui est un fantastique dessinateur cubain qui vit au Mexique. Lui, il doit faire beaucoup plus attention. Vous avez Pedro Molina qui travaillait au Nicaragua et qui était menacé de mort, qui a dû aller en Amérique. Vous avez Raima, la dessinatrice colombienne qui est lesbienne. On a donné son adresse à la télévision vénézuélienne. Elle a dû quitter le pays. Vous avez des dessinateurs comme ça qui sont vraiment en danger. Donc nous ne sommes pas en danger, mais il ne faut jamais oublier que la démocratie, elle monte par l'escalier et elle descend par l'ascenseur. Pour terminer, il nous reste 20 petites secondes, mais on va voir votre dessin qui paraîtra demain. On va le voir à l'image en 20 secondes. Pourquoi celui-là? Pourquoi traiter du shutdown qui a eu lieu aujourd'hui? C'est le premier shutdown. Le dernier, c'était en 2018, en décembre 2018. C'est le 15e, je crois, depuis 81. Donc, c'est pas uniquement la faute de Trump, mais il y a encore une fois une grande anicroche entre les démocrates et les républicains. Les démocrates peuvent utiliser ça comme levier et ça montre qu'on est encore une fois dans le show perpétuel. Je l'avais proposé hier et on a attendu 24 heures et puis finalement on va le faire demain. Voilà. American Shutdown. Merci en tout cas Nicolas Vado. Vous restez encore un tout petit peu avec nous. Vous êtes branché réseaux sociaux? Pas du tout. Pas du tout. Ça tombe bien. Que s'est-il passé sur les réseaux sociaux et sur Internet? Élément de réponse avec le scroll de Marie-Jean Riès. Et salut Marie, tu commences ton scroll avec la vidéo d'une étudiante bruxelloise qui dénonce l'insécurité dans les transports en commun à Bruxelles. Elle s'appelle Lamia El Mansouri, elle est donc étudiante à l'ULB et présidente du groupe Défi Jeunes à Anderlecht. Il y a 3 jours, elle a posté une vidéo dans laquelle elle explique qu'elle a subi en une semaine 2 agressions sexuelles dans le métro à la station Simonis. On regarde un extrait. Il est venu juste en face de moi, il a ouvert ses jambes grandes, il les a rentrées. Il a rentré ses jambes dans les miennes en fait. Et il m'a dit, il m'a parlé, etc. Je me suis directement levée. Il a essayé de me prendre par le bras. Et je suis vite partie. Et il me dit, mais pourquoi tu pars? Il faut qu'on parle, viens, reste. Ça, c'est le récit d'une des 2 agressions. Cette vidéo, elle est devenue virale, 300 000 vues depuis sa publication. Et ce n'est pas un hasard. Ces dernières années, plusieurs femmes ont témoigné de l'insécurité à Bruxelles, en particulier dans les transports publics. Mais l'insécurité à Bruxelles et dans les transports en commun est si haute et je me sens tellement pas safe dans les transports en commun. So I walked even further down the platform and he started walking really close to me. So I'm like, okay, this is not okay. I feel really unsafe. T'as une fille dans les transports publics à Bruxelles. Voilà, et ce ne sont pas des témoignages isolés, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une enquête du SPF Mobilité révèle que près d'un tiers des femmes n'utilisent pas les transports en commun par peur d'être harcelées, voire pire. On continue avec une jeune famille du nord de la France qui vit un véritable enfer à cause d'une vidéo TikTok. Imaginez-vous, vous êtes tranquillement assis sur votre canapé un lundi soir à siroter votre tisane. Quand à minuit, on sonne à votre porte. Vous ouvrez et c'est quelqu'un qui vous demande si votre maison est hantée parce que, je cite, sur TikTok, elle est hantée. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à un jeune couple de Lambersart, c'est à côté de Lille, et c'est France Info qui rapporte l'histoire. Le couple a donc ouvert TikTok et ils ont vu ça. La maison hantée de Lambersart. Depuis des décennies, les habitants racontent qu'elle est hantée. Aujourd'hui encore, personne n'ose s'attarder devant cette maison abandonnée quand la nuit tombe. Et toi, oserais-tu passer une nuit dans la maison hantée de Lambersart ? Alors pour être honnête, c'était cette maison ou une autre. Il y avait 2 versions sur TikTok. En tout cas, c'était une vidéo faite avec l'IA qui affirmait que leur maison donc était hantée. Résultat, 200 000 vues sur la vidéo et des gens qui ont commencé à se pointer dans le jardin de cette famille pour visiter cette fameuse maison hantée. Le couple a fini par porter plainte. Morale de l'histoire, dans la vie, on ne devrait pas avoir peur des fantômes, on devrait avoir peur des TikTokers. Oui, et c'est Marie-Jean Riès qui vous le dit. Marie, on termine avec les finfluenceurs. Ce sont donc des influenceurs pour le budget. Exactement. Et première question, est-ce que vous vous rappelez de lui? Au jour d'aujourd'hui, c'est bien plus facile de devenir millionnaire que dans toute l'histoire de l'humanité. Mais beaucoup de gens croient que c'est parce que tu travailles comme un porc que tu vas y arriver. Devenir millionnaire, c'est bien plus facile que tu ne le crois. Tu veux savoir comment faire?
Je vous dirai pas comment faire parce que lui, c'était une arnaque. Mais une arnaque symptomatique puisqu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes cherchent à placer leur argent et pour ça, ils ne vont plus à la banque mais sur TikTok. Moi, c'est Bianca et je t'apprends tout ce que tu dois savoir sur l'investissement. En fait, le hack, c'est les intérêts cumulés. À un moment donné, le taux d'intérêt n'a aucun intérêt. La gestion active a pour objectif de sélectionner des instruments financiers dont on pense capables justement de battre le marché de référence, dans ce cas-ci le S&P 500. Bravo à vous si vous avez compris quelque chose. Ça, ce sont donc les finfluenceurs, des influenceurs finance qui sont de plus en plus suivis, au point qu'en 2024, le World Economic Forum se demandait même s'ils ne représentaient pas le futur des conseils financiers. Sauf que les finfluenceurs, ils ont plusieurs problèmes. 1, ils ne sont pas professionnels, en tout cas pas tous. 2, ils ont parfois des partenariats plus ou moins cachés avec des banques, par exemple. Et 3, on est sur TikTok, donc forcément, il y a des arnaques. Il y a énormément de faux profils qui utilisent l'identité des créateurs de contenu qui parlent de finance pour vous demander de l'argent et vous arnaquer. Voilà, du coup, mon petit conseil perso en tant que personne qui n'investit pas du tout, donc c'est à prendre ou à laisser, s'inspirer de TikTok pour investir son argent. Pourquoi pas donner votre argent à un créateur qui vous promet de gagner 1 million d'euros en un mois, bof. Ouais, la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Merci Marie. Le scroll, c'est tous les soirs dans Le Monde Orient ou en replay sur len24.be. Nicolas Vado, vous vouliez réagir sur l'une de ces actualités du scroll? Pas les actualités du scroll, mais parce qu'il y a 2 dessins qui font référence à ça. Le Kiss Cam de Coldplay. Oui. J'ai fait un dessin dessus avec Jeffrey Epstein, mais quand le Kiss Cam de Coldplay arrive, moi j'en entends parler sur la presse mainstream et je dis à mes enfants, mes impressionnés, vous savez ce qui s'est passé? Bah ouais, le Kiss Cam de Coldplay, première chose. Et encore plus intéressant, la mort de Charlie Kirk. J'avais jamais entendu parler de Charlie Kirk. Et quand on lui tire dessus, mon fils de 16 ans me dit « T'as vu papa ? Charlie Kirk s'est fait tirer dessus ». Et il y a vraiment, et j'en ai parlé avec d'autres journalistes, il y a beaucoup de gens, des journalistes de mon âge, qui n'avaient jamais entendu parler de Charlie Kirk. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, je m'en méfie, mais il faut quand même les prendre en compte parce que la jeunesse s'informe notamment, pratiquement, uniquement là-dessus. Je vous propose de regarder tous les soirs le scroll de Marie-Jean Riès pour je garder que les bonnes choses. Et j'investirai dans la fintech. Ouais, comme ça, vos enfants ne seront pas les premiers au courant. Voilà. Ouais, merci en tout cas Nicolas Vado, Nico entre les mains justement ce tome, les années Trump, saison 2, et on trouve bien sûr vos dessins toute la semaine, que ce soit dans le vif ou dans l'écho, et puis vous dessinez aussi en direct dans l'émission 28 minutes sur Arte. Tout à fait. Évidemment toujours une fierté d'avoir l'un des nôtres, même si vous avez 5 nationalités, 4 ou 5 nationalités. 3 seulement. En tout cas merci beaucoup Nicolas Vado, et puis quant à nous Nico, c'est déjà la fin de cette émission. Ouais, déjà. Ouais, on se retrouve demain quand même. Ouais, on se retrouve demain avec un humoriste trop gentil, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le nom de son nouveau spectacle. Nicolas Lacroix sera avec nous demain. Merci Jim. Merci Nico, merci à Richard Deulf à l'édition, merci à toutes les équipes techniques d'LN24. Le Monde Orient revient demain soir 22h sur LN24.